quand l'article de Rampin est écrit, si je ne me trompe pas, c'est la fin du deuxième gouvernement Berlusconi, c'est-à-dire c'est 2005. Hein. Donc c'est l'attente des élections de 2006. Et tout le monde dit, à cette époque, puisqu'il y a eu des élections régionales, où la droite a été laminée, tout le monde dit c'est la fin du berlusconisme, on le pensait dans les années 90, il a réussi à revenir au pouvoir en 2001, mais là maintenant ça va être vraiment la vraie fin, ça va se terminer. Et en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé, puisque la gauche a été dans la capacité de faire tenir un gouvernement pendant plus de 2 ans, et effectivement Berlusconi est revenu au pouvoir. Et là, en tout cas, sa coalition, puis lui a été nommé président du Conseil. Et là, je crois que c'est vraiment la preuve qu'effectivement le phénomène Berlusconi est un phénomène sociologiquement et politiquement fort, que c'est pas uniquement le produit du contrôle des esprits par les médias. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois la capacité d'un appareil politique, d'un parti politique, par le biais d'une classe politique relativement diffuse sur le territoire, dans les communes, les régions, etc., à fidéliser un électorat. Alors après, effectivement, on peut dire aussi que à la fois la culture politique berlusconienne, son offre politique, d'ailleurs beaucoup plus symbolique que concrète. Quand on regarde ensuite les activités du gouvernement, elles ne sont pas très très différentes disons, du gouvernement classique de droite en Europe, mais c'est vrai que cet appel au libéralisme, cet appel à la réussite individuelle, etc., est quelque chose qui certainement a des résonances dans les attentes de certains groupes sociaux. Donc, essayons aussi de réfléchir sur les logiques politiques qui expliquent le succès de Berlusconi. Premièrement, les logiques d'alliance. Deuxièmement, et ça je trouve très intéressant, la gauche italienne. C'est-à-dire que le succès de Berlusconi, c'est pas uniquement le succès de Berlusconi, mais c'est aussi certainement lié à la façon dont la gauche italienne s'est recomposée dans les années 90 et a été à certains moments capable de contrer Berlusconi, à d'autres moments l'a été beaucoup moins. Et c'est vrai que depuis 2001, on se rend compte que le berlusconisme est hégémonique en Italie et que même si la gauche a remporté les élections législatives en 2006, elle a été incapable de rester au gouvernement plus de 2 ans en raison de ses tensions internes. Donc il y a cet effet-là aussi qui est quand même quelque chose qui explique le berlusconisme, c'est l'incapacité de la gauche à proposer des alternatives à la fois politiquement crédibles et puis politiquement faisables en termes d'alliance entre les différentes composantes de cette gauche au Berlusconi. Soit dit en passant, on voit très bien là les parallèles importants qu'on pourrait faire avec la France dans la période actuelle et la difficulté aussi, pour pas dire là, ouais, plus que la difficulté, enfin les difficultés majeures que la gauche française a à se structurer et à proposer une offre alternative on va dire au sarkozysme, en tout cas au gouvernement actuel. Sur les parallèles entre Berlusconi et Sarkozy, je crois que la première chose à dire, c'est d'abord signifier les grandes différences. Sarkozy, c'est un homme de parti, c'est un professionnel de la politique, c'est quelqu'un qui commence la politique très jeune, qui a une carrière au sein du RPR, puis ensuite de l'UMP. Enfin, c'est vraiment le produit d'un appareil partisan qui lui préexiste et qui réussit à capter. Berlusconi, c'est quand même quelqu'un qui construit son propre appareil partisan. C'est quelqu'un qui rentre en politique assez tard. C'est un homme justement qui joue beaucoup, et encore maintenant, qui jouait encore plus à l'époque, de son extériorité à la politique officielle, pour justifier son entrée en politique. Il rentre en politique en disant il faut en finir avec la politique des politiciens, la politique des bavardages, la politique de l'ancienne démocratie chrétienne qui nous a amené à la faillite économique, à la corruption. Je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Et quand il crée Forza Italia, il le présente vraiment comme un mouvement d'hommes neufs, de gens qui sont extérieurs à la politique. Là, en ce sens-là, ça ressemble plus à ce qui se passe en France à la fin de la 4e République que ce qui se passe en France maintenant. C'est cette logique de rupture. Hein. Deuxième grande différence avec Sarkozy aussi, c'est que même si la droite française a eu un discours politique qui s'est, on va dire, droitisé, qui s'est radicalisé, sur la question de l'immigration, la question toute une série de questions à la fois politiques et puis politico-morales, la droite française n'a pas fait alliance avec l'extrême droite. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est une des raisons, peut-être pas la principale, mais une des raisons quand même du succès de Berlusconi,
c'est qu'il monte un bloc politique, une coalition politique, en s'alliant directement avec ce qui à l'époque est l'extrême droite. Et maintenant on s'en rend plus compte, mais fini en 94, donc fini le secrétaire général du parti fasciste devenu Alliance nationale, fini en 94, c'est quand même quelqu'un qui, c'est un activiste, quelqu'un qui a fait sa carrière d'activiste dans un parti fasciste. La droite française, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut déplorer, ou au contraire ne pas déplorer, enfin bon, on peut critiquer ou juger comme on veut la transformation de son offre idéologique. Elle n'est pas passée par une alliance directe avec des mouvements d'extrême droite. Certains diraient qu'on n'a même pas eu besoin de le faire, mais ça, c'est autre chose, hein, c'est un autre questionnement. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, si ce n'est des similitudes, au moins des résonances, hein, mais que ces résonances sont peut-être largement liées à la fois, je dirais, à des transformations structurelles des organisations politiques depuis une vingtaine d'années, on va dire, dans beaucoup de démocraties occidentales, et puis certainement aussi à des transformations à la fois idéologiques et organisationnelles de la droite, hein, en général des partis de droite, et qu'on peut retrouver aussi bien en Italie qu'en France que dans d'autres pays européens, voire extérieurs à l'Europe. Alors pour le dire plus précisément, c'est vrai que ces transformations des organisations politiques, où on voit que de plus en plus ces organisations politiques sont structurées sur des leaders fortement personnalisés, ce sont de plus en plus des organisations qui utilisent des techniques managériales, des techniques de marketing, etc. Bon, c'est quelque chose évidemment dont Berlusconi a été, peut-être pas un précurseur, parce que si on regarde les partis politiques aux États-Unis, c'est bien plus développé. C'est vrai, il a été une expression un petit peu paroxystique du fait même de son rôle d'homme d'affaires. Mais on le retrouve par exemple aussi, on le retrouve à l'UMP, si on regarde la façon dont a évolué l'UMP depuis plusieurs années. On voit ces tendances à la transformation, on va dire, à la fois à centralisation autour d'un leader et puis développement de techniques managériales au sein dans la gestion du parti. On le retrouve certainement aussi à gauche en France, hein. Donc c'est vrai que là, en ce sens-là, ces deux personnages sont peut-être un petit peu symptomatiques de ces évolutions à long terme, et puis ils sont aussi symptomatiques des évolutions, de la radicalisation idéologique des partis de droite en France et en Europe, alors qui est très très marquée en Italie, beaucoup plus qu'en France.